Alors que Jonas manœuvrait à travers les broussailles, la lumière pâle des deux lunes peignait le terrain accidenté de longues ombres. Le loup bleu violent qui avait 6 pattes s'était égaré trop près de son domaine. Cela faisait 2 jours qu'il n'avait rien mangé. Il était déterminé à gagner celui-ci. Jonas restait silencieux en marchant. Son corps usé s'adaptait à chaque petite modification du paysage. Le terrain accidenté ne provoquait aucun bruit du cuir de ses bottes artisanales. Il respirait lentement et mesurément malgré ses efforts. Depuis qu'il avait 12 étés, il chassait ses bêtes. Avec 38 personnes à ses trousses, il pouvait maintenant les suivre pendant son sommeil. Alors que la bête buvait dans une petite flaque d'eau de pluie accumulée, le vent de travers emportait son odeur. « J'ai en coche une flèche, » dit Jonas. Un réconfort dans ce monde brutal est la tension familière de l'arc. Avec une habile maîtrise, ses doigts musclés et calleux se rétractèrent. Restant immobile pendant un moment, il attendit. Les oreilles frémissantes, la tête du loup se dressa en un instant. Au moment où il a réalisé ce qu'il ressentait, il était déjà trop tard. La flèche que Jonas a lancée a vraiment percé la poitrine de la créature, la tuant instantanément. La mort fut rapide et sans douleur. S'approchant de la bête tombée, il parvint à esquisser un sourire rare. De la chair pendant jusqu'à 7 jours s'il la séchait correctement. Rien n'était jamais gaspillé ou pris pour acquis. Il cachait des morceaux pour sa robe en lambeaux et des tendons pour les cordes de son arc. À une époque où chaque autre personne sur cette planète impitoyable était morte, c'est ainsi qu'il avait vécu. Les buissons sur sa gauche bruissaient sauvagement alors qu'il s'accroupissait à côté de sa proie. Alors qu'il se retournait rapidement, Jonas sortit son couteau. Quelque chose de plus grand que le loup précédent jaillit des broussailles. La vitesse effrayante avec laquelle il avance est propulsée par ses 6 pattes. Le cri de mort d'un partenaire est suivi par la réponse d'un compagnon. Jonas n'a même pas eu le temps de chercher son arc. Il était pressé. Avec son couteau à la main, il s'accroupit en position de protection. Avec les mâchoires ouvertes et les crocs exposés en rangée, le loup bondit sur lui. En une fraction de seconde, il se retourna en voyant la chose passer à toute vitesse à côté de lui, tandis qu'il plongeait l'épée dans son flanc. Un hurlement résonna à travers le terrain désolé alors que le loup blessé hurlait. Il déplaça son poids sur son côté blessé en préparation d'une autre attaque. Une couche de sang emmêlait son pelage azur. Une blessure mortelle néanmoins. Il ne restait que quelques secondes avant qu'il ne charge à nouveau, et Jonas le savait. Il plongea vers sa lance qui reposait sur un rocher non loin de là. À temps pour le saut du loup, ses doigts encerclèrent le fût. Il inclina la pointe de la lance vers le haut, tout en appuyant son extrémité sur le sol. Le poids de la bête a enfoncé la lance à travers sa poitrine alors qu'elle percutait Jonas, le faisant chanceler. L'homme et la bête tombèrent ensemble enchevêtrés dans un réseau de fourrure et de membres. Durant ces derniers instants, le loup se débattait violemment, frappant le bras de Jonas avec l'une de ses griffes acérées et ouvrant une profonde entaille. Alors qu'il maintenait l'animal sans vie jusqu'à ce qu'il cesse finalement de bouger, il serra la mâchoire en signe d'angoisse. Haletant, Jonas a forcé le cadavre imposant à se retirer de lui. 2 fatalités plutôt qu'une. Malgré les blessures, c'était une chance. Il vérifia son membre. L'incision était nette et profonde. Le pire lui était déjà arrivé. Il sortit une poignée de mousse séchée, l'une des rares plantes terrestres qui s'était adaptée à cette planète, d'un sac à sa ceinture, et l'appliqua sur la blessure. Jusqu'à ce qu'il puisse nettoyer et bander la blessure, la mousse arrêterait le saignement. Une odeur étrange l'a alerté pendant qu'il travaillait. Fumée inflammable. La fumée artificielle produite par les feux de camp par opposition à la fumée naturelle produite lorsque la foudre frappe les arbres. Il était inhabituel pour quiconque, surtout pour les groupes nomades, de s'aventurer aussi profondément dans les Badlands. Un problème existait. Il reviendrait chercher les loups après qu'ils soient tombés. D'un pas en avant, Jonas s'approcha de l'origine de la fumée. Ses instincts naturels de chasseur étaient exacerbés. Il restait caché dans l'ombre, arc à la main,
les yeux à l'affût de tout signe de mouvement. Assurin comme toujours, le poids familier de son couteau de chasse reposait sur sa cuisse. Il y avait un camp, ou ce qu'il en restait au-dessus de la crête dans un petit canyon à l'abri des pires vents. Jonas compta 6 tentes, chacune portant les marques violettes des Dravary, des esclavagistes qui sillonnaient les terres de l'Est. Même leur propre espèce tirait la terreur de leur méchanceté. Mais d'abord quelque chose leur était arrivé avec brutalité. Le terrain de camping était jonché de corps sans vie, leur peau bleue marquée par les taches violettes distinctives de la maladie débilitante. Quand Jonas était enfant, il l'a vu ravager les villages humains. Il a été abandonné dans un monde qui n'a jamais été conçu pour son espèce après que la maladie ait dévoré ses parents, sa sœur et finalement tout le monde. Il avançait avec prudence, couvrant son nez et sa bouche avec un morceau de tissu. La maladie périrait. De longues périodes de temps sans hôte, mais il éviterait les dangers inutiles. D'après l'état des cadavres, il semblait que le camp avait été déserté depuis au moins 2 jours. Un arc fabriqué à partir d'un os étrange et orné de ce qui semblait être du fil métallique était tenu par l'un des Dravary, mort une arme que Jonas n'avait jamais vue auparavant. Il le regarda attentivement. Le design était particulier, mais il fonctionnait. Il offrait plus de tension que son arc en bois. Prenant quelques minutes pour y réfléchir, il l'attrapa, ainsi qu'un carquois de flèches dont les pointes métalliques étaient dentelées. Il n'était plus utile aux Dravary. Du milieu du camp provenait un gémissement à peine audible, et Jonas se figea en marchant entre les tentes à la recherche de quelque chose d'utile, médicaments, armes, outils. L'une des tribus nomades tranquilles qui traversaient le vaste désert au sud était représentée par le jeune garçon attaché à un poteau en bois. La petite créature délicate avait la peau de la couleur du crépuscule pâle. C'était un enfant d'Ari. Son petit corps frémissait de chaleur et les chaînes avaient laissé ses poignets à vif. Jonas était incertain. Il était heureux de vivre seul et avait renoncé à tout contact avec les peuples indigènes de glace depuis de nombreuses années. Il n'avait rien à voir avec leurs problèmes. Porter un enfant malade, qui était destiné à mourir de toute façon, rendait la survie encore plus difficile. Tant pis. Cependant, juste au moment où il s'apprêtait à partir, les yeux de l'enfant s'écarquillèrent avec une combinaison de terreur et d'espoir fervent. Leurs iris étaient d'une couleur violette profonde et ils brillaient de fièvre. Alors qu'elle tendait une main liée vers lui, elle émit un petit son, pas tout à fait un mot. « Mince alors !» dit Jonas, sa voix tremblant dans ses oreilles, après une longue période de silence. Utilisant son couteau de chasse, il se dirigea rapidement vers le poteau et libéra la jeune fille. Elle était si malade de fièvre qu'elle tomba dans ses bras. Son cou commençait à montrer les cicatrices violettes de la maladie débilitante. En l'absence d'intervention médicale, son pronostic serait sombre. Sans aucun doute, Jonas aurait dû l'abandonner. La chose prudente à faire était de le faire. Pourtant, en berçant son petit corps un flot de souvenirs de sa propre enfance, lui revint en mémoire un jeune garçon impuissant, voyant la maladie emporter la vie de tous ceux qu'il aimait. En la serrant dans ses bras, il dit « Pas cette fois ». Il était sur le point de quitter le camp lorsqu'un grognement sourd l'arrêta. Un prédateur gigantesque jaillit dessous l'une des tentes effondrées. Un chat du désert, sa fourrure blanche comme le clair de lune presque lumineuse. Avec 4 yeux et des dents assez fortes pour briser des os, il était presque 2 fois plus grand qu'un tigre terrestre. Il a probablement été attiré par l'odeur de la mort. Avec le nourrisson serré contre sa poitrine, Jonas restait immobile. Il a été immédiatement identifié comme un prédateur par le chat des sables qui a gardé ses 4 yeux fixés sur lui, jugeant qu'il était un chasseur comme lui. À travers le camp, ils se regardèrent l'un l'autre pendant ce qui sembla être une éternité. Après cela, Jonas récupéra soigneusement l'arc en os qu'il avait volé au Déadi. Un grondement commençait à se former dans la gorge du chat des sables, et elle se resserrait. Jonas banda rapidement une flèche et la tira. Elle a touché l'épaule du chat des sables avec sa pointe en métal. Il n'a pas été tué sur le coup, mais il a réussi à hurler de surprise et d'agonie. Sa cible riposta à distance le confondant et il recula.
Tout en gardant son attention sur le prédateur blessé, Jonas a profité de l'occasion pour se retirer. Les angoisses liées à la faim et à la nécessité de rester en vie ont poussé le chat des sables à arpenter les lieux sans relâche. Quand il eut poussé son dernier grognement menaçant, il se retourna et disparut dans l'obscurité. Parce qu'il portait le jeune sur son dos, le voyage de retour à sa grotte était 2 fois plus long. La plus grande lune était basse dans le ciel quand il y est arrivé, et la plus petite s'était déjà couchée. La peau de la petite fille était chaude au toucher, et sa respiration était devenue laborieuse. Avant de se mettre au travail, Jonas la déposa sur son matelas de couchage en fourrure. Il récupéra des feuilles séchées de la fougère argentée qui poussait à l'ouest des sources thermales dans un sac en cuir fixé à la paroi de la grotte. Avant sa maladie, sa mère, la botaniste de l'expédition, avait découvert ses qualités curatives. Quand il a contracté une forme moins grave de la maladie, la sagesse qu'elle lui avait transmise lui a sauvé la vie. Quand il était petit, il faisait une pâte en écrasant les feuilles dans un mortier de pierre et en y ajoutant de l'eau de son seau de collecte. La jeune fille, qui était physiquement faible, le regardait travailler les yeux à moitié fermés, son corps tordu d'horreur. Jonathan l'assura, sa voix usée par des années de maltraitance, qu'elle ne serait pas blessée. La température baissera après ça. Naturellement, elle a mal compris ce qu'il a dit. Elle n'eut aucun mal lorsqu'il s'approcha avec la pâte, ce qui suggérait que son ton était peut-être adéquat pour communiquer dans la langue Adari, qui était complexe et mélodique, mais différente de l'anglais pratique utilisé par son peuple. Comme sa mère l'avait fait pour lui, Jonas a étalé la concoction sur tout son corps, y compris sa tête, son cou et ses pieds. Il souleva ensuite délicatement sa tête et lui présenta une petite tasse d'eau infusée avec l'essence liquide de la fougère. Disant « Bois », il imita le mouvement. Elle l'avala tout après une petite pause, fronçant les sourcils à cause du goût désagréable. Après avoir fait ce qu'il devait faire, Jonas prit son arc et retourna dans l'obscurité. Maintenant qu'il avait 2 bouches à nourrir, il lui restait encore 2 loups à ramener à la maison. La petite fille frissonnait encore sous sa fourrure alors qu'elle dormait à poing fermé quand il revint avec la viande de loup. Après que Jonas ait allumé le feu, il se mit au travail pour préparer la viande à sécher. Il continuait de surveiller le bébé endormi tout en travaillant, se demandant si elle s'en était sortie. Alors qu'elle luttait contre la maladie qui avait emporté tant de vies, sa poitrine battait à chaque courte respiration. Sa température avait grimpé en flèche le matin, atteignant un niveau malsain. Une route inhabituelle que Jonas réservait pour les urgences a été incluse dans l'application de pâte lors de sa mise à jour. Le garçon était tellement délirant à cause de la forte fièvre qu'il ne sentait plus son contact. « Reste avec moi », dit-il en mouillant une serviette pour lui essuyer le front. « Batte-toi ». Jonas resta éveillé toute la nuit, surveillant les signes vitaux de l'enfant ce jour-là et le lendemain. Alors qu'elle se réveillait momentanément de son sommeil, il lui donnait à la cuillère de petites portions de la soupe qu'il avait préparée à partir de la chair de loup entre ses lèvres fendues. Il ajustait fréquemment la pâte thérapeutique, écrasait plus de racines et recueillait de l'eau d'un ruisseau voisin près de sa grotte. La fièvre de l'enfant a disparu la 3e nuit, lorsque la plus grande lune était à son apogée et il y a eu une averse inattendue de transpiration qui a imprégné les fourrures. Pour la toute première fois, elle put se détendre dans un sommeil réparateur et sa respiration devint plus facile. La fatigue l'envahissant comme une vague, Jonas s'affala contre la paroi de la grotte. Ce qu'il pouvait faire avait été fait. Elle avait maintenant le dernier mot. À cause de cette habitude de survie que même la fatigue ne pouvait briser, il se coucha avec le couteau toujours à la main. La sensation d'être observé le réveilla. La fièvre était tombée et la jeune fille était assise le regard fixé sur lui avec des yeux violets pleins de curiosité. Cela sonnait comme une question quand elle parla sa langue maternelle. « Je ne comprends pas », dit Jonas, sa main cherchant la gourde d'eau. « Tu devrais quand même prendre des boissons alcoolisées. » Elle prit de petites gorgées d'eau tout en l'absorbant avec précaution. Alors qu'elle étudiait la créature étrange qui l'avait sauvée, ses yeux restaient fixés sur lui. « Jonas », dit-il en se désignant.
La jeune fille baissa la tête et se désigna, disant « C'était étrange de se présenter après tant d'années à ne parler à personne. » Son nom était Isara quand elle parla. Je hochai la tête, Jonas. Ishara. La langue humaine ne pouvait pas gérer la complexité du nom. Nous deux, Léa. Il l'a reformulé pour pouvoir le prononcer plus facilement. Après avoir froncé les sourcils, elle le répéta. Léa écoutant le volume. Elle hésita un instant avant de reconnaître le nouveau surnom par un signe de tête. Alors que je m'occupais du nourrisson chassé pour trouver de la nourriture et rassemblais des herbes médicinales supplémentaires, 3 jours passèrent en un clin d'œil. Une fois que la fièvre a diminué la 2e nuit, elle était restée alitée en raison de sa faiblesse. Malgré son incapacité à le comprendre, Jonas se retrouvait à parler plus qu'il ne l'avait fait depuis longtemps. Dans sa chambre autrement solitaire, il pouvait entendre une autre voix, même la sienne. Il l'informa que l'expédition était arrivée il y a 97 ans, alors qu'il préparait une soupe avec le reste de la viande de loup. 150 colons parmi lesquels se trouvaient mes grands-parents. L'idée de terraformer cette planète les amusait. Son rire était rauque et débridé. Ils ont fait une erreur. Bien que l'air soit habitable, le sol était impropre à la culture de plantes. La dégradation subséquente s'ensuivit. Alors que son teint s'éclaircissait d'heure en heure, la petite fille le regardait avec curiosité. Le nom de Léa avait commencé à susciter une réaction chez elle. Quelque chose qu'il pourrait utiliser pour la désigner, ce ne serait cependant pas son vrai nom. J'avais 10 ans quand mes parents sont décédés, continua-t-il en lui tendant un bol en bois rempli de soupe. Alors qu'il regardait ses petites mains autour du bol, il dit « J'avais 17 ans quand le dernier de la colonie a succombé. Je suis seul depuis lors, du moins jusqu'à présent. » Même si les jambes de Léa vacillaient sous elle, alors qu'elle tentait de se tenir debout le 4e jour, sa détermination transparaissait dans l'expression de son visage. Depuis l'entrée de la grotte, Jonas observait tout en dépeçant une créature semblable à un lapin à la fourrure émeraude. « Fais attention !» la prévint-il alors qu'elle avançait prudemment. « Tu es encore faible !» murmura-t-elle dans sa propre langue en le regardant avec sa tête inclinée de manière curieuse. Dans la grotte, les phrases lyriques résonnaient. Un hochement de tête désapprobateur de Jonas indiquait son désaccord. « Veuillez expliquer. » Puis Léa fronça les sourcils et se désigna elle-même. Elle répéta son prénom, Léa, dans son discours. Ses sourcils se sont arqués de confusion alors qu'elle pointait son doigt vers lui. « Jonas, » dit-il en plaçant sa main sur sa poitrine en réponse. Prudemment, elle dit « Jonas », le nom sortant étrangement avec son accent. C'était un début. Après une semaine de repos, Léa se sentait prête à quitter la grotte. Alors qu'elle explorait prudemment ses environs immédiats, Jonas la surveillait attentivement, prêt à la saisir si un danger menaçait. Un voyageur imprudent périrait dans les Badlands. Un rugissement lointain résonna au-dessus des Badlands le 7e jour, alors qu'il revenait d'inspecter les pièges que Jonas avait tendus dans la vallée voisine. Alors que la petite paume de Léa rencontrait celle de Jonas, elle se figea. Alors qu'il acquérait l'anglais à un rythme étonnant, elle demanda « Quoi ça ?» dans sa forme brisée. Avec ses yeux entraînés, Jonas étudiait l'horizon, essayant de repérer tout signe de mouvement parmi les formations rocheuses lointaines. « Chat des sables !» murmura-t-il. « Grand prédateur, assez dangereux. » Il savait que ce devait être celui du camp Dravari. Le chasseur au manteau blanc pouvait être vu même de cette distance. Pressant Léa de retourner à la grotte, John lui prit la main. « Reste à proximité. » Utilisant le terrain accidenté à leur avantage, ils avançaient prudemment mais rapidement. Quand ils étaient à découvert, les Sandats pouvaient aller plus vite. Cependant, dans les Badlands, ils étaient désavantagés en raison de la familiarité de Jonas avec la région. En contournant un énorme rocher, Jonas aperçut une petite ouverture dans le granit, pas assez grand pour que le chat des sables puisse suivre, mais juste assez large pour qu'il puisse en passer. Il poussa Léa dans cette direction.
À l'intérieur, il donna l'ordre « Va en profondeur ». Elle hésita brièvement avant de suivre ses instructions. Malgré l'espace restreint, sa silhouette mince s'y ajustait parfaitement. Jonas suivait ses épaules plus larges, frottant contre les affleurements rocheux. Une petite caverne émergeait de la fente dans le toit, projetant une lumière faible, mais pas entièrement noire. Il pouvait entendre les lourdes pattes du sanda marteler la paroi rocheuse avec de petites cascades de cailloux alors qu'il s'approchait à l'extérieur. Le prédateur a détecté leur odeur, mais n'a pas pu les approcher, provoquant un rugissement furieux qui résonnait à travers la fissure. « Puis-je le tenir » Léa se pencha très près de Jonas et lui murmura quelque chose. Peut-être a-t-il répondu sincèrement. Ces chasseurs sont vraiment patients. Ils ont attendu pendant des heures que le chat des sables fasse le tour de leur cachette assis dans la petite grotte, écoutant ces bruits intermittents. Pendant ce temps, Jonas a enseigné de nouveaux mots à Léa en pointant diverses parties de son corps et en les identifiant. Il a ensuite demandé à Léa de les répéter. Elle était impatiente de parler et apprenait vite. Alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, projetant une lumière pâle à travers la fissure du plafond, la cacophonie du monde extérieur s'est finalement estompée. S'approchant prudemment de l'ouverture du trou, Jonas attendit encore 1 heure. « Reste ici », ordonna-t-il à Léa. « Je vais voir si elle a disparu. » Avec un mouvement rapide de son poignard, Jonas se retira à travers la petite ouverture. Il n'y avait aucun danger évident dans le terrain crépusculaire au crépuscule, mais les empreintes du chat des sables étaient bien visibles. Même s'il était finalement parti, il reviendrait sûrement. Ces prédateurs possédaient une mémoire vive et un fort sens du territoire. Il se tourna à nouveau vers Léa, signalant que tout était clair. Nous étions rapides cependant. Sans aucun autre problème, ils retournèrent à la grotte. Le Sandat les relierait désormais à cette région cependant, et Jonas le savait. Leurs actions devraient être plus délibérées, et ils pourraient devoir changer complètement leur plan si le prédateur persistait. Ils apprenaient les bases de la communication entre eux au fil des jours, une combinaison de gestes de la main, de dessins grattés dans la terre et un lexique croissant de termes communs. Le fait qu'elle soit une Dari enlevée à sa famille lors d'une attaque de caravane a été révélé à Jonas. Pendant presque toute la phase de la pleine lune, soit 3 mois terrestres selon les calculs de Jonas, elle avait été réduite en esclavage par les Dravaris. Ses connaissances s'élargirent considérablement. Le nomadisme était une nécessité, pas un choix pour les Adaris. Une autre tribu, les agressifs Ket, avait pris possession de leur terre natale désertique il y a de nombreux siècles. Luttant pour leur existence, les Adaris erraient désormais le long de la périphérie du désert. « Famille », dit Léa un soir, en pointant l'horizon lointain au sud, marquant le début de l'immense bordure du désert. Un nœud particulier se forma dans la poitrine de Jonas, en entendant « Léa, allez famille ». Naturellement, elle aspirait à retourner parmi son peuple. Pourquoi avait-il anticipé cela? Qu'ils resteraient ensemble dans cette grotte, 2 parias de royaumes séparés. L'un des mots que V avait appris était « dangereux », et elle l'utilisait. Le désert, il indiqua. Extrêmement risqué. Léa acquiesça gravement. Ses yeux violets se fixèrent sur les siens inébranlables alors qu'elle disait « Danger, oui, mais famille ». Jonas s'assit à l'entrée de la grotte cette nuit-là, contemplant les lunes pendant que Léa dormait. Avec ses journées chaudes et ses nuits froides, la rareté de l'eau et les prédateurs dangereux, le désert était un piège mortel même pour les loups à 6 pattes. Bien que peu s'y aventurent, il comprenait ce que c'était d'être le dernier de son espèce, d'être abandonné par un monde qui vous avait dépouillé de tous vos biens. Étant donné combien il donnerait pour voir un autre visage humain, pouvait-il vraiment lui refuser l'opportunité de retrouver son peuple? Il avait déjà pris sa décision le matin. Une fois que tout serait prêt, il partirait dans 2 jours. En chemin, il rencontrerait certains des paysages les plus désolés et hostiles imaginables. Chasser, conserver la viande et recueillir de l'eau étaient les activités de Jonah pour le lendemain.
Il se mit à fabriquer un petit arc pour Léa et lui enseigna comment l'utiliser. Bien que son tir manquait de précision, sa détermination compensait largement. Quand ils se sépareraient, elle devrait être prête à se protéger. Jonah, qui avait vécu dans une grotte pendant 20 ans, se tenait à l'entrée de la grotte le matin de leur départ. Il avait une sacoche en cuir et tous les objets nécessaires attachés à lui ou à l'intérieur. Sur son épaule pendaient son arc et son carquois de flèches. Une lance qui pouvait être utilisée à la fois pour attaquer et chasser servait également de bâton de marche. Dehors, Léa attendait son enthousiasme palpable malgré les risques qui l'attendaient. Jonas lui avait fait une tunique en peau de loup bleu et elle la portait avec une ceinture en corde qui portait un petit couteau, sa première arme. « Es-tu prête ?» demanda-t-il. Pointant vers le sud, elle donna le signal. « Aimer ». Après avoir jeté un dernier regard à la grotte, Jonas abandonna le seul endroit sûr qu'il avait connu pendant 20 ans et partit en voyage vers l'inconnu. Des hautes terres où se trouvait la grotte de Jonas, ils commencèrent à descendre et le paysage changea à peine. La broussaille remplaça le paysage accidenté et les plantes tordues y luttaient pour survivre dans le sol pauvre. Ici, le gibier devenait plus abondant. De petits animaux se faufilaient à travers les broussailles, donnant à Léa des occasions de perfectionner ses compétences de chasse. L'une des seules sources d'eau fiable de la région était une petite rivière à laquelle ils étaient arrivés à l'heure du déjeuner. Léa regardait avec émerveillement de minuscules poissons transparents nager sous la surface de l'eau pendant que Jonas remplissait leurs gourdes. Elle pointa les poissons et dit « On peut manger ?» Je hochai la tête, Jonas. « En effet, mais difficile à capturer, » dit-il en fabriquant une lance rudimentaire à partir d'une branche droite et en aiguisant une extrémité avec son couteau. Il attendit ensuite patiemment au bord de l'eau, la lance à la main. Lorsqu'un poisson plus gros s'approcha, il frappa avec une vitesse fulgurante et l'empala proprement. Léa applaudit avec enthousiasme et insista pour essayer. Ses premières tentatives furent maladroites, ce qui effraya les poissons. Cependant, à sa troisième tentative, elle réussit à harponner un petit poisson, son visage rayonnant de fierté. « Bien !» loua Jonas, vraiment impressionné par sa rapidité d'apprentissage. « Très bien !» Ils firent cuire le poisson sur un petit feu et le dévorèrent avant de reprendre leur voyage. Jonas gardait un œil attentif sur le sol, sachant qu'ils étaient plus vulnérables que dans les Badlands. Le maquis offrait une couverture aux prédateurs embusqués et aux chasseurs tribaux qui traversaient occasionnellement cette frontière nord. Et vers la fin de l'après-midi, ils tombèrent sur quelque chose d'extraordinaire. Un groupe de grands arbres minces, leurs feuilles bleu phosphorescent se balançant dans l'air immobile. Ce n'était pas nouveau pour Jonas, mais il ne les avait jamais vus si près des terres désolées. « Qu'est-ce que c'est » dit-il. Léa demanda, tendant la main pour toucher l'une des feuilles lumineuses. Jonas attrapa sa main. « Attention les arbres éthérés, ils ne mangent que de la viande. » Les branches de l'arbre le plus proche s'affaissèrent et se penchèrent vers eux avec une intention inquiétante, comme en réaction à ces mots. Alors que Jonas tirait Léa en arrière, une volée de petites fléchettes, en réalité des feuilles modifiées, émergea des arbres et s'enfonça à l'endroit où ils se tenaient. Il dit que les fléchettes les paralysaient pendant leur retraite. Au cœur de la nuit, les racines émergent pour dévorer les immobiles. Les pupilles de Léa se dilatent. Les gens sont la proie des arbres. Toutes sortes de choses peuvent être mangées par les arbres. Cela fut rectifié par Jonas. Ce n'est ni ton univers, ni le mien. Ces écosystèmes se sont adaptés pour rester en vie. Les arbres spirituels ont eu une large naissance, et cette nuit-là, ils dormirent sur une corniche rocheuse loin de toute racine. Léa s'enquit des arbres des poissons et de l'environnement particulier qu'ils traversaient, pendant qu'ils dévoraient de la viande sèche provenant du sac de Jonas. Jonas se retrouva à se remémorer des choses que sa mère lui avait enseignées, car sa curiosité était sans limite. «
Quelle est la biologie de cet écosystème extraterrestre et comment la vie a-t-elle évolué pour survivre dans ces circonstances extrêmes? Léa dit, « Ta mère était sage », après avoir décrit le système parasitaire que les arbres spirituels utilisent pour échanger des nutriments. Elle était une scientifique accomplie, dit Jonas, une botaniste. Elle étudiait les plantes. Son objectif était de comprendre plutôt que de simplement endurer ce monde. Tout comme toi, remarqua Léa. Tu sais pourquoi tu continues d'exister même lorsque les autres périssent. Jonas fut pris de court par cette réalisation lucide. D'une manière détournée, il s'était toujours considéré comme poursuivant le travail de sa mère. La sagesse qu'elle avait acquise et transmise à lui était cruciale pour sa survie continue. Les caractéristiques de la flore, les habitudes des animaux et les cycles de cette planète d'un autre monde. Le cri de chasse d'un loup bleu brisa le silence de la nuit avant qu'il ne puisse répondre par un hurlement. Alors qu'il continuait à recevoir des réponses, un groupe d'individus commença à s'approcher d'eux. Après que Jonah ait dit qu'il devait évacuer le groupe, a commencé à ramasser leurs affaires. Ils suivent maintenant notre odeur. Ils ont glissé rapidement le long de la falaise, se positionnant perpendiculairement à l'avancée des loups. Le voyage est devenu périlleux dans l'obscurité, lorsque les seules sources de lumière étaient la lune et la flore flamboyante. Léa trébucha 2 fois, et Jonas faillit tomber dans un piège à épines, un piège naturel, rempli de formations rocheuses acérées, prêtes à transpercer les imprudents. Quoi qu'il fasse, les cris se rapprochaient. Les loups adaptés à cet environnement plus rapidement que les humains, ou même les adaris, étaient les prédateurs naturels. Jonas indiqua un grand arbre tombé dont le tronc était creux à cause des effets du temps. Alors qu'il se pressait dans le tronc, le premier loup sortit de sa cachette, sa fourrure bleue argentée, scintillant au clair de lune. D'autres les poursuivaient. Une meute énorme, selon le conte de Jonas, de 6 loups. Tournant autour de l'arbre tombé, ils émettaient des grondements graves. « Bien qu'ils soient méfiants, ils savent que nous sommes ici », murmura-t-il à Léa qui s'appuyait contre lui dans l'appartement exigu. Le loup alpha, qui était plus grand que les autres, reniflait prudemment autour de l'entrée du coffre. Jonas tenait sa lance prête au cas où le loup s'approcherait trop, tandis que Lia, visiblement terrifiée, restait sur place et contrôlait sa respiration. Juste au moment où le loup alpha commençait à reculer, un changement soudain de vent envoya leur odeur directement au reste de la meute. Ils réagirent instantanément, grognant et griffant le tronc dans l'espoir de pouvoir entrer. « Retournez !» ordonna Jonas, s'enfonçant davantage dans le tronc creux, dans l'espoir de trouver un autre trou. Ignorant les insectes et les petites créatures qui se dispersaient à leur approche, ils rampèrent à travers l'intérieur en décomposition. Le bruit des griffes raclant le bois ponctuait les échos des grognements des loups qui menaçaient de les piéger à mesure qu'ils avançaient. Finalement, ils atteignirent une petite cavité où l'arbre s'était fendu lors de sa chute et une ouverture étroite menait à l'extérieur parfaitement dimensionnée pour qu'ils puissent se faufiler. Jonas a dégagé le chemin en premier, puis Léa a suivi. Ils sortirent de l'autre côté d'un petit ravin hors de vue des loups pour le moment, mais les prédateurs reviendraient rapidement. « Nous grimpons », dit Jonas en désignant la paroi du ravin. Au sommet du dangereux bosquet d'arbres spirituels, il y avait des prises à trouver sur la surface rocheuse. Les loups, étant aussi prudents que les humains, évitèrent les arbres à tout prix. La portée limitée de Léa rendait l'ascension encore plus difficile, tandis que Jonas devant elle localisait des prises sûres et guidait ses mains vers elle. Le premier des loups émergea à l'embouchure du tronc creux suivant leur odeur. « Dépêche-toi !» cria Jonas alors que Léa se battait à travers une section particulièrement difficile. D'un mouvement rapide, il attrapa son poignet et la hissa jusqu'en haut, où ils étaient momentanément protégés par les arbres spirituels qui formaient une barrière naturelle, bien qu'ils soient épuisés. Leur feuillage lumineux émettait une lumière bleue envoûtante, tandis que les loups contournaient prudemment le bosquet, évitant les plantes carnivores. « Nous nous reposons ici », raisonna Jonas. « Les loups finiront par passer à une proie plus facile. » Ils installèrent leur campement dans une clairière parmi les arbres, en faisant attention de ne pas laisser les branches les toucher.
Tous deux s'endormirent en quelques minutes, épuisés par les efforts de la journée, malgré le danger de leur situation. Un léger changement dans leur environnement réveilla d'abord Jonas. Même si les loups avaient disparu, ses instincts de chasseur avaient été alertés par quelque chose d'autre. Le bosquet d'arbres spirituels qui avait été plus lumineux à l'aube l'était maintenant moins alors qu'il l'observait. Deux silhouettes, une humanoïde et une se déplaçant entre les arbres, sont aperçues. Les chasseurs amérindiens utilisaient la furtivité et le déguisement. Il réveilla doucement Leia de son sommeil et couvrit ses lèvres pour qu'elle ne crie pas de surprise. Il mit un doigt sur sa bouche et fit signe vers les étrangers qui approchaient dès qu'elle ouvrit les yeux. « Travari » murmura-t-elle, son corps se tordant de douleur. Un hochement de tête désapprobateur de Jonah indiquait son désaccord. Ce n'étaient pas les Dvaraï à la peau bleue. Une peau rougie et des scarifications complexes étaient visibles dans les regards qu'il apercevait. « Quête » chuchota-t-il. « Guerrier du désert !» Le félin semblait suivre une piste à travers la forêt de manière méthodique. « Il les traque !» réalisa Jonas. Leur chemin devait avoir commencé dans le ravin. Il dit doucement « Nous devons bouger !» dans l'espace entre les arbres où le sol était dépourvu de feuilles. En silence, ils attrapèrent leur maigre possession et commencèrent à s'éloigner des chasseurs. Les arbres spirituels offraient un abri, mais ils étaient également limités dans leur mobilité et pourraient déclencher une pluie de fléchettes, alertant rapidement le chat s'ils s'approchèrent trop. L'un des chasseurs hurla lorsqu'ils furent presque au bord du bosquet. Quelqu'un les avait remarqués. Mettant la discrétion de côté, Jonas donna l'ordre de courir. Sprintant à travers le terrain ouvert vers une ligne distante d'affleurements rocheux, ils sortirent soudainement du bosquet. Les cas suivirent de près leurs longues jambes dévorant l'espace. En regardant en arrière, Jonas fit